Russell remonta la couverture à imprimer dinosaure jusqu'au menton de sa fille et la lissa contre sa petite silhouette. Les yeux sombres de Mira le fixaient avec une intensité qui le prenait toujours au dépourvu. À 6 ans, elle avait cette façon de regarder les gens comme si elle pouvait lire à travers leurs os. « Encore une histoire, papa » murmura-t-elle. Sa voix était à peine audible par-dessus le bruit des pas de Brinley dans la chambre principale, au bout du couloir. « Pas ce soir, ma chérie. Tu as besoin de dormir. » Russell l'embrassa sur le front et goûta la légère odeur du shampoing à la fraise. « Demain, nous construirons ce fort dont tu parles. » Les doigts de Mira trouvèrent son poignet et le serraient fort. Sa voix baissa encore plus. « Ne dors pas, papa. Il y a quelqu'un là quand tu dors. » Les mots le frappèrent comme de l'eau glacée. Russell garda une expression neutre, une aptitude acquise dans trop de zones de guerre où montrer sa peur signifiait la mort. « Comment ça? Il y a quelqu'un là quand tu dors. » Dans la maison. Les yeux de Mira se dirigèrent vers le couloir. Il se promène. L'entraînement de Russell commença à faire effet. Il parla du même ton calme qu'il avait utilisé pour lui expliquer pourquoi elle ne pouvait pas prendre de glace au petit déjeuner. « Qui se promène avec Mira? Je ne sais pas, mais ils sont silencieux comme s'ils ne voulaient pas que tu entendes. » Avant que Russell puisse en dire plus, la voix de Brinley résonna depuis leur chambre. « Russell, peux-tu m'aider avec cette valise? » Il serra la main de Mira. « On en reparlera demain. »« Bon, ferme ta porte à clé après mon départ. » Mira hocha la tête, mais son étreinte ne se relâcha pas. « Promets-moi que tu ne dormiras pas profondément. »« Promis. » Russell remonta le couloir, ses pieds nus silencieux sur le parquet. Leur maison de Flagstaff était petite mais bien rangée, chaque surface propre et chaque chose à sa place. Trop propre parfois, comme un showroom où les vraies personnes ne sont pas censées vivre. Brinley se tenait à côté de leur lit king size, pliant des vêtements dans une luxueuse valise en cuir. À 33 ans, elle avait toujours la silhouette élancée de la professeure de yoga qu'elle était lorsqu'ils se sont rencontrés 8 ans plus tôt. Ses cheveux blonds tombaient en ondulations parfaites et son maquillage restait impeccable, même à 21 heures. La fermeture est claire et coincée, dit-elle sans lever les yeux. Russell examina la valise. La fermeture éclair se déplaçait, sans problème lorsqu'il la testa. « Ça me semble bien. » Enfin, avant, elle ne fonctionnait pas. Le ton de Brinley était tranchant, comme s'il l'entendait plus souvent ces derniers temps. Assez tranchant pour être tranchant, mais accompagné d'un sourire qui ne lui parvenait jamais. « Ça dure combien de temps, déjà, cette retraite ?» demanda Russell en la regardant plier un chemisier en soie avec une précision d'expert. « 2 semaines, peut-être 3 si je décide de rester pour le programme prolongé. » Elle lui jeta un coup d'œil. Le docteur Martinez dit qu'on ne peut pas se précipiter pour se remettre d'un traumatisme. Russell hocha la tête. Brinley voyait le docteur Martinez depuis 6 mois. Depuis la mort de sa mère dans un accident de voiture, la thérapeute s'était spécialisée dans l'accompagnement du deuil. Et Brinley affirmait que les séances l'avaient aidée. Mais Russell avait remarqué qu'elle semblait plus distante après chaque rendez-vous, et non moins. « Tu appelleras tous les soirs? Mira aime entendre ta voix avant de se coucher. »« Bien sûr. » Le sourire de Brinley semblait répéter, même si l'accès téléphonique à la retraite était limité. « Ça fait partie du processus de guérison, non ?» Russell prit un de ses foulards, un carré de soie bleue qu'il lui avait offert pour leur anniversaire 2 ans plus tôt. Elle ne l'avait plus porté depuis. Cet endroit se trouve à Sedona, Phoenix. Le lieu de Sedona était réservé. Elle lui prit le foulard des mains et le plaça soigneusement dans la valise. « J'ai laissé l'adresse et le numéro de téléphone sur le comptoir de la cuisine. » Russell les avait mémorisés ce matin-là. Une rapide recherche sur Internet a révélé que l'établissement existait et proposait un accompagnement psychologique. Tout semblait légitime, mais quelque chose dans l'attitude de Brinley semblait répéter, comme si elle avait répété cette conversation. « Tu vas me manquer ?» dit-il, testant sa réaction. « Tu vas me manquer aussi. » Les mots sortirent d'un ton neutre, automatique. Brinley ferma la valise et la posa à côté de la commode. « Mirador, borde-la. »« Bien. Je veux me lever tôt demain. » Brinley alla dans la salle de bain et commença sa routine du soir, crème et sérum onéreux. Russell s'assit sur le lit et la regarda dans le miroir. Elle faisait des rêves intéressants ces derniers temps. Oh! La main de Brinley marqua une pause d'une fraction de seconde avant de reprendre sa crème hydratante. Elle dit qu'elle entend des gens marcher dans la maison la nuit. Les enfants ont une imagination fertile. Le reflet de Brinley croisa son regard. Peut-être qu'elle regarde trop la télévision. Peut-être. Russell s'affala contre son oreiller,
Cependant, elles semblaient assez précises. Spécifiquement comment? Du coup, ils sont silencieux, comme s'ils ne voulaient pas être entendus. Branley termina sa routine et éteignit la lumière de la salle de bain. Je suis sûr que ce n'est rien. Les enfants gèrent le stress de manière étrange. Qu'est-ce que le stress? Ton déploiement a pris fin il y a moins d'1 an, Russell. Elle s'habitue encore à ta présence à la maison. Branley se glissa dans un lit à côté de lui, mais resta sur le côté, le dos tourné. Nous le sommes tous. Russell fixait le plafond. Son dernier déploiement en Afghanistan avait pris fin 10 mois auparavant, et la transition vers la vie civile ne s'était pas faite en douceur. Lancer son entreprise d'équipement tactique personnalisé l'a aidé, mais les revenus restaient imprévisibles. L'argent était serré, sans être désespéré. Mais Mera n'avait jamais montré de signe de stress à son retour. Au contraire, elle semblait plus heureuse et plus en sécurité avec lui à la maison. Le bruit de pas qu'elle décrivait ne correspondait pas au schéma d'un enfant confronté à l'anxiété liée au déploiement. Branley, quand tu reviendras de la retraite, on devrait peut-être parler de voir un conseiller familial. Tous les trois ensemble. Le silence s'installa entre eux. Lorsque Branley parla enfin, sa voix était soigneusement maîtrisée. Voyons comment se déroule la retraite. D'abord, Russell écouta sa respiration ralentir progressivement dans son sommeil. Puis il écouta la maison. Les vieux murs craquaient sous l'effet de la chaleur du jour. Le réfrigérateur ronronnait dans la cuisine. Le vent soufflait dans les pins devant leurs fenêtres. Des bruits normaux. Des bruits de maison. Mais Mera avait entendu autre chose. Les chiffres rouges du réveil de Russell indiquaient 2h13 du matin lorsque le bruit le réveilla. Des pas lents et posés dans le couloir devant la chambre. Pas le claquement rapide des pieds nus de Mira, ni le rythme familier de Branley se levant pour aller boire. Ces pas appartenaient à quelqu'un de plus grand, quelqu'un qui essayait de se déplacer silencieusement. Le corps de Dot Russell s'immobilisa depuis qu'il s'était affûté pour combattre la vigilance. En Afghanistan, ce niveau de vigilance l'avait maintenu en vie pendant 16 mois de bombes au bord des routes et de tirs de sniper. Sa main se dirigea lentement vers la balle de baseball, mais il resta près du lit. Les pas s'arrêtèrent. Russell attendit, comptant ses battements de cœur. 30 secondes, 60, rien. La porte de sa chambre s'ouvrit dans un léger murmure de gonds. La silhouette de Mira apparut dans l'embrasure, son éléphant en peluche serré contre sa poitrine. Elle bougeait comme un fantôme, ses pieds nus parfaitement silencieux sur le parquet. Elle grimpa dans un lit à côté de lui sans un mot et posa un petit doigt sur ses lèvres. Ses yeux noirs étaient écarquillés, mais sans panique. Alerté, Russell hocha la tête et se glissa hors du lit, attrapant une lampe torche sur sa table de chevet et la batte de baseball en aluminium. Branley ne bougea pas. Elle avait toujours eu le sommeil lourd, mais son immobilité semblait presque totale. Le couloir s'étendait devant lui, vide et sombre. Russell se déplaçait avec la précision systématique d'un exercice de nettoyage de pièces, vérifiant les coins et les lignes de vue comme à Fallujah. La salle de bain était vide. La chambre de Mira était vide. La chambre d'amis au bout du couloir était vide. Il inspecta le salon, la cuisine et la salle à manger. Rien d'anormal. Aucun signe d'effraction. Toutes les fenêtres étaient verrouillées de l'intérieur. Mais lorsque Russell vérifia le panneau du système de sécurité près de la porte d'entrée, son sang se glaça. Les détecteurs de mouvement à l'intérieur de la maison indiquaient un intervalle de 7 minutes entre 2h10 et 2h17. L'état du système indiquait une neutralisation manuelle. Quelqu'un avait désactivé les détecteurs de l'intérieur. Russell parcourut le journal du système. La neutralisation avait été effectuée avec le code maître, celui que seul lui et Branley connaissaient. Mais Branley dormait dans leur lit. Il avait senti sa respiration. La voyant immobile sous les couvertures, il réactiva les capteurs et retourna dans la chambre. Mera était assise dans son lit, observant la porte. « Tu as vu quelqu'un » murmura-t-elle. Russell s'assit à côté d'elle et parla doucement. « Non, mais tu as bien fait de venir me chercher. » Ils étaient dans la cuisine. « Comment le sais-tu » Le plancher grince près de l'évier. 3 grincements, puis plus rien. Russell connaissait ce grincement. Le sous-plancher s'était légèrement déformé là où un tuyau avait fui des années auparavant. Il fallait marcher exactement au bon endroit pour produire ce bruit particulier. Miroir, combien de fois as-tu entendu des gens marcher? Elle leva 4 doigts. C'est le 4e. Toujours la nuit. Toujours quand tu dors, jamais quand maman est partie. Russell assimila cette information.
Brinley voyageait occasionnellement pour son travail à temps partiel dans un studio de yoga, où elle donnait des ateliers dans d'autres villes. Si Mera avait raison, l'intrus n'était venu que lorsque Brinley était à la maison. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant? La voix de Mira était à peine audible. Maman a dit que tu serais en colère. Elle a dit que c'était probablement juste la maison qui se tasse et que je ne devais pas te déranger. Un autre déclic s'est produit. Brinley était au courant des bruits de pas. Elle les avait connus et les avait ignorés sans enquête. Tu peux toujours me dire des choses comme ça, dit Russell, même si maman te le dit. D'accord. Mera hocha la tête et se blottit contre lui. Puis-je dormir ici? Oui. Russell resta éveillé jusqu'à l'aube, à écouter. Mais celui qui avait été leur maison avait disparu, ne laissant derrière lui que des capteurs désactivés et la certitude croissante que rien dans sa vie n'était ce qu'il semblait être. Russell se tenait dans son atelier derrière une maison, examinant les données des systèmes de sécurité sur son ordinateur portable. Brinley était parti 2 heures plus tôt pour sa retraite, l'embrassant au revoir avec le même sourire d'entraînement qu'elle arborait depuis des mois. Les données des capteurs de mouvement révélèrent un schéma qui lui serra l'estomac. Au cours des 6 dernières semaines, les capteurs ont été désactivés manuellement 12 fois. Toujours entre 2 heures et 4 heures du matin, toujours par période de 15 à 30 minutes, il était tellement concentré sur son activité, la conception d'étuis sur mesure et d'équipements tactiques pour les forces de l'ordre, qu'il avait manqué les signes. Mais maintenant, avec le regard du soldat, les anomalies étaient omniprésentes. Brinley oubliait toujours de rallumer les caméras de sécurité après ses cours de yoga du mardi soir. Les caméras étaient orientées vers l'allée et l'entrée principale, mais elle affirmait que les lumières clignotantes perturbaient son point de méditation 3 semaines auparavant. Elle avait commencé à prendre des somnifères contre le stress. Elle en avait parlé avec désinvolture, comme si ce n'était pas plus grave que de changer de marque de shampoing, mais les comprimés l'avaient complètement assommée, la rendant inerte entre 22 heures et 7 heures. Et puis il y avait le téléphone jetable. Russell l'avait trouvé 2 jours plus tôt en réparant une planche de parquet dans la salle de bain d'amis. Quelqu'un l'avait scotché sous le meuble de l'évier, enveloppé dans du plastique pour le protéger de l'humidité. Un téléphone à clapet bon marché avec un numéro local et 3 contacts enregistrés en mémoire. Il avait tout photographié avant de le remettre exactement là où il l'avait trouvé. Les 3 contacts n'étaient répertoriés que comme B, C et travail. Russell ouvrit alors son ordinateur portable et commença à tout documenter avec la même approche méthodique qu'il utilisait pour les rapports de mission dans l'armée. Date, heure, détails et photos. S'il se passait quelque chose chez lui, il lui faudrait des preuves. Le bruit des pas de Mira sur les marches de l'atelier interrompit son travail. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, portant 2 sandwichs au beurre de cacahuètes et une brique de jus. Déjeuner, annonça-t-elle en posant la nourriture sur son établi. Merci. Russell sauvegarda ses dossiers et ferma l'ordinateur portable. Comment te sens-tu depuis l'absence de maman? Mera grimpa sur un tabouret à côté de lui et mordit dans son sandwich. Mieux. Mieux comment? La maison semble différente. Plus calme. Elle déglutit et le regarda. Sérieusement. Papa, je peux te dire quelque chose? Toujours. Il y a un homme avec un chapeau bleu. Il vient quand maman pense que tu es occupé. Russell garda une voix calme. À quoi ressemble cet homme? Grand, cheveux bruns. Il a les mêmes muscles que toi, mais plus petit. Mera traçait des motifs sur l'établi avec son doigt. Il parle à maman dans la cuisine. De quoi parle-t-il? Je ne sais pas. Il parle doucement. Mais parfois maman rit comme elle le fait quand elle trouve quelque chose de drôle, mais qu'elle ne veut pas que tu le saches. Russell connaissait ce rire. Il avait entendu lors d'appels téléphoniques qu'elle pensait ne pas pouvoir passer par ici. Bref et sec, avec une pointe de secret. Est-ce que cet homme te voit parfois? Non. Je me cache dans le placard du couloir. Il y a un espace derrière les manteaux d'hiver d'où je peux voir à travers l'entrebâillement de la porte. Une fille intelligente. Russell ressentait autant de fierté que de chagrin. Aucun enfant de 6 ans ne devrait avoir besoin de se cacher dans un placard pour se sentir en sécurité chez lui. Mera, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Si jamais tu revois cet homme, je veux que tu viennes me trouver immédiatement. Ne te cache pas dans le placard. Viens directement à moi. Tu peux faire ça? Et si tu dors? Réveille-moi. Et si tu es sous la douche? Viens quand même. Et si? Quoi que je fasse, viens me trouver. Russell prit ses petites mains dans les siennes. Tu es la chose la plus importante au monde pour moi. Rien n'est plus important que ta sécurité. Mera hocha la tête solennellement. Papa, crois-tu que maman est au courant pour l'homme au chapeau bleu?
La question flottait dans l'atelier, comme de la fumée. Russell regarda sa fille dans les yeux et y vit une intelligence qui allait droit au but. Elle avait déjà compris plus de choses qu'elle ne le disait. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Je crois qu'elle le préfère à nous. » Ces mots frappèrent Russell comme un coup de poing, non pas par cruauté, parce qu'ils étaient probablement vrais. Russell emmena Mera en randonnée dans la forêt nationale de Kukanino, suivant des sentiers serpentants à travers des peuplements de pins ponderosa et des parcelles de trembles dorés. L'air d'octobre était vif et pur, chargé d'un parfum d'aiguilles de pin et de terre de montagne. Il marchait depuis 1 heure lorsque Mera trouva un tronc d'arbre tombé près d'un petit ruisseau et déclara que c'était l'endroit idéal pour déjeuner. Russell étendit une couverture et déballa des sandwichs, un mélange montagnard et 2 bouteilles d'eau. « Papa !» Mera balança ses jambes au tronc, ses chaussures de randonnée touchant à peine le sol. « Je peux te demander quelque chose ? Zut ! As-tu déjà parlé à quelqu'un quand je n'étais pas à la maison ?» La question était trop désinvolte, trop soigneusement formulée. Russell reconnut ses propres techniques d'interrogatoire reflétées dans la voix d'un enfant de 6 ans. « Genre ? Qui ? Je ne sais pas. Juste quelqu'un. » Russell déballa son sandwich et réfléchit à sa réponse. Mera le testait, essayant de comprendre si le comportement qu'elle avait observé était normal. Il opta pour l'honnêteté. « Non, les seules personnes à qui je parlais quand tu n'étais pas là, c'étaient les livreurs et peut-être ton oncle Darien au téléphone. » Mera hocha la tête et mordit dans son sandwich. « Que dit maman de moi quand je ne suis pas là ?» Une autre question soigneusement formulée. La poitrine de Russell se serra. « Que veux-tu dire par « comme quand je suis à l'école » ou « que je joue dehors » ? Que te dit-elle de moi ? Elle dit que tu es intelligente et créative. Elle s'inquiète que tu sois trop sérieuse parfois. Russell observa le visage de Mera. « Que dit maman de moi quand je ne suis pas là ?» Les pieds de Mera cessèrent de se balancer. Elle fixa l'eau du ruisseau qui coulait sur les rochers lisses. Elle dit « Tu n'as plus d'importance, mais je crois que si. » Les mots la blessèrent profondément, mais Russell garda une expression neutre. Quand dit-elle des choses pareilles? Parfois au téléphone, parfois à l'homme au chapeau bleu. Mera leva les yeux vers lui. Elle dit « Tu n'es plus aussi fort qu'avant. » Elle dit « Tu es brisé par la guerre. » Russell posa son sandwich. « Tu penses que je suis brisé? » « Non, tu es différent des autres papas, mais pas brisé. Tu remarques les choses. Tu écoutes. Tu ne t'énerves pas pour des broutilles. » Mera prit une pomme de pain et l'examina attentivement. « Maman s'énerve pour des broutilles. » « Comme quoi? » « Comme quand je laisse mon sac à dos près de la porte au lieu de le suspendre. Ou quand tu oublies de mettre ta tasse à café au lave-vaisselle. » Elle ne crie pas, mais sa voix devient aiguë, comme si elle coupait quelque chose. Russell connaissait cette voix. Elle lui était adressée de plus en plus souvent au cours de l'année écoulée. De petites critiques prononcées avec une précision chirurgicale, chacune visant à souligner ses échecs en tant que mari et père. « Mera, maman a-t-elle déjà parlé de mon départ ?» La question lui échappa avant que Russell ne puisse l'arrêter, mais la réaction de Mera lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Son petit corps s'immobilisa et ses yeux se posèrent sur son visage. Elle dit « Parfois, les gens ont besoin d'espace pour comprendre qui ils sont vraiment. » Avait-elle dit « J'ai besoin d'espace ?» Elle dit « Tu serais peut-être plus heureux ailleurs. Un endroit où tu pourrais redevenir un soldat au lieu d'essayer d'être une personne normale. » Russell sentit une douleur froide et aiguë s'installer dans sa poitrine. Branley préparait déjà Mera à son absence, semant les graines qui feraient de sa disparition un choix, son incapacité à s'adapter à la vie civile. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. Mirror jeta la pomme de pain dans le ruisseau et la regarda s'envoler. « Je pense que tu es plus heureuse quand on est ensemble. Comme maintenant. Tu n'as pas l'air de vouloir être ailleurs. »« Je ne le pense pas. Tant mieux. » Mera s'appuya contre son épaule. « Car j'ai besoin de toi ici. La maison est effrayante sans toi. » Russell l'entoura de son bras et fixa la forêt. Quelque part à Flagstaff, sa femme était dans un centre de traitement des traumatismes qui n'existait probablement pas, et un homme au chapeau bleu fouillait probablement sa maison. Il découvrait ses habitudes et ses vulnérabilités. Mais là, assis au bord d'un ruisseau de montagne avec sa fille, Russell ressentit les premiers frissons de quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis l'Afghanistan. La conscience froide et calculatrice qui précédait la mission, il était de nouveau en guerre. Mais cette fois, l'ennemi ne portait pas d'uniforme, et le champ de bataille était sa propre maison. Russell attendit que Mera s'endorme avant de passer l'appel. Il était assis dans son atelier,
porte verrouillée et son ordinateur portable ouvert sur un programme de messagerie crypté qu'il avait utilisé pendant son service militaire. Darien me répondit à la deuxième sonnerie. C'est inattendu. Comment va la vie civile, cousin? J'ai besoin d'aide. Russell esquiva les politesses. En Afghanistan, lui et Darien avaient développé une sténographie qui permet d'aller droit au but. Quelqu'un est venu chez moi plusieurs fois. Je crois que ma femme est impliquée. La ligne resta silencieuse pendant quelques secondes. Lorsque Darien reprit la parole, sa voix était sèche et concentrée. Raconte-moi tout. Russell exposa les faits systématiquement. Les capteurs de sécurité désactivés, le téléphone prépayé, les observations de Mira sur l'homme au chapeau bleu, les changements de comportement de Brinley et le timing opportun de sa retraite. « Tu as toujours ce téléphone ?» demanda Darien. « Il est là où je l'ai trouvé. Je ne voulais alerter personne. » Malin. « Et les caméras de sécurité ?» Externes uniquement, et Brinley les éteint régulièrement. Elle prétend que les lumières perturbent sa méditation. D'accord. Russell entendait des bruits de clavier en arrière-plan. Je peux être là demain soir. On va mettre en place un réseau de surveillance qui rendrait la NSA jalouse. Darien travaillait pour une entreprise de cybersécurité à Phoenix, mais sa véritable expertise venait de 8 ans d'analyste du renseignement d'origine électromagnétique pour l'armée. Si quelqu'un pouvait transformer la maison de Russell en un poste de surveillance impénétrable, c'était bien son cousin. « Que penses-tu pour le déploiement ?» demanda Russell. « Des microcaméras dans les parties communes, cachées là où ta femme ne pensera pas à regarder. Des prises de son avec isolation phonique, des détecteurs de mouvement qui alimentent un serveur sécurisé plutôt que ton système domestique. Tout cela invisible à l'œil nu. Et si elle prépare vraiment quelque chose, alors tout sera documenté en temps réel. Vidéo, audio, empreintes numériques, transactions financières, tout. » Darien marqua une pause. « Russell, si ça se passe comme je le pense, tu dois te préparer aux conséquences. » « Je sais. Et toi? Parce que faire tomber son conjoint, ce n'est pas comme faire tomber un combattant ennemi. Ça va mal tourner, et ça n'a rien à voir avec la tactique, mais avec le tribunal des affaires familiales et l'opinion publique. » Russell regarda par la fenêtre de l'atelier la maison où dormait sa fille. « Elle a déjà décidé que je ne compte pas. La seule question est de savoir jusqu'où elle est prête à aller pour le prouver. Bon, je viendrai demain après le travail avec une camionnette pleine de matériel. On passera le week-end à transformer ta maison en Fort Knox. Mais Russell, oui, quoi qu'il arrive, ne la confronte pas directement tant qu'on n'aura pas tout documenté. Si elle prépare ce que je pense qu'elle prépare, dévoiler son jeu trop tôt pourrait être dangereux. » Russell repensa au téléphone prépayé, aux somnifères et à la police d'assurance qu'il avait trouvée enfouie dans le tiroir du bureau de Brinley cet après-midi-là. Une police dont il ne se souvenait pas avoir signé la désignation de bénéficiaire, ce qui lui retourna l'estomac. « J'attendrai, dit-il, mais pas longtemps. » Après avoir raccroché, Russell s'assit dans l'atelier sombre et planifia. En Afghanistan, la réussite d'une mission exigeait 3 choses: des renseignements supérieurs, un avantage tactique et une volonté d'agir avec détermination. Lorsqu'il serait sur le point d'obtenir les renseignements, il aurait bientôt l'avantage tactique. La volonté d'agir n'avait jamais été un problème. Les images étaient d'une netteté irréprochable. Russell était assis dans son atelier à 3h47 du matin, observant un homme aux cheveux bruns et aux larges épaules utiliser un double de clé pour entrer chez lui. La caméra cachée que Darien avait installée dans le pain d'en face capturait chaque détail, y compris la casquette bleue que portait l'intrus, Calindor. Darien avait mis moins de 2 heures à découvrir le nom après avoir passé le visage de l'homme dans un logiciel de reconnaissance faciale. 35 ans, coach sportif chez CrossFit Flagstaff et titulaire d'un casier judiciaire juvénile avec effraction. Russell a enregistré 12 minutes de Ken se déplaçant dans la maison comme s'il en était le propriétaire. Cuisine, salon, chambre d'amis. L'homme savait exactement où aller pour éviter les détecteurs de mouvement que Russell n'avait jamais désactivés. Mais le son du micro de la cuisine a fait serrer les poings de Russell, tandis que la voix de Brinley était claire et froide. Il va bientôt partir. Il n'a pas le courage de riposter. La réponse de Ken est tombée d'une voix légèrement étouffée. Tu es sûr de ce type? Des forces spéciales ou quelque chose comme ça. Un médecin de combat. Et ce n'est plus la même personne qui est partie en Afghanistan. La guerre a brisé quelque chose en lui. Il est trop abîmé pour représenter une réelle menace. Russell a mis l'enregistrement sur pause et a fixé l'écran de son ordinateur portable.
3 ans de mariage, et voilà ce que sa femme pensait vraiment de lui. Non seulement elle voulait qu'il parte, mais il était trop brisé pour l'en empêcher, mais il a relancé l'enregistrement. Et l'enfant a demandé Ken. Et elle est intelligente, pose beaucoup de questions. Mera s'adaptera. Les enfants sont résilients et, honnêtement, elle se portera mieux sans son influence. Toute cette paranoïa militaire et cette hypervigilance sont néfastes pour un esprit en développement. La vision de Russell s'est brouillée. Il parlait de sa fille comme d'un problème logistique à résoudre. Quand la voix de Callen résonnera bientôt, il me faudra encore quelques semaines pour établir le bon récit. Documenter son comportement erratique, son alcoolisme, son incapacité à s'adapter à la vie civile. Le docteur Martinez note déjà des signes de SSPT et de dépression dans mon dossier. Le docteur Martinez est au courant. Le docteur Martinez croit ce que je lui dis, et ce que je lui dis, c'est que mon mari est aux prises avec des idées suicidaires et des sautes d'humeur violentes. L'enregistrement a continué pendant 8 minutes supplémentaires. Des plans dans les plans, chaque détail calculé pour dépeindre Russell comme un vétéran instable devenu un danger pour sa famille. Lorsque Ken est parti par la porte de derrière, Russell avait une vision complète de la stratégie de sa femme. Branley n'avait pas seulement l'intention de le quitter. Elle prévoyait de le détruire si complètement qu'il ne reverrait plus jamais sa fille. Russell ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers la maison. L'aube se levait sur les pins et les oiseaux entamaient leurs chants matinaux. Tout semblait paisible et normal, mais la normalité était un mensonge. La normalité était un masque porté par ceux qui planifiaient la destruction dans l'obscurité. Il vérifia alors l'état de Mera, toujours endormie dans son lit, sa main serrée contre l'éléphant. Puis, il prépara du café et s'assit à la table de la cuisine où sa femme avait discuté de son élimination avec son amant. Le café avait un goût de cendre, mais Russell le but quand même. Il aurait besoin de caféine pour la suite. Point. Les doigts de Darien parcouraient le clavier de son ordinateur portable avec une précision chirurgicale, fouillant dans les dossiers financiers et les rapports de solvabilité sous les yeux de Russell de l'autre côté de la table. Il travaillait depuis 3 heures, suivant des traces numériques qui dressaient le tableau d'une fraude systématique. 3 cartes de crédit ouvertes à votre nom au cours des 4 derniers mois, dit Darien, en surlignant les entrées à l'écran, tout auprès de banques différentes, tout avec des relevés adressés à une boîte postale. Une boîte que tu n'as jamais ouverte. Russell se pencha en avant. Quel est le montant total des dégâts? 14 000 $ de dette jusqu'à présent. Mais regardez ce qu'elle achète. Darien consulta l'historique des transactions. Des somnifères, un déboucheur industriel, une pelle, des bâches en plastique. Et voilà le plus intéressant. Une consultation pour une assurance vie avec Mutual Assurance. Le sang et les veines de Russell se sont transformés en eau glacée. Quel montant d'assurance vie? Je continue de creuser, mais les frais de consultation correspondaient à leur forfait premium. Cela signifie généralement des polices à partir d'un demi-million. Russell repensa aux documents d'assurance qu'il avait trouvés dans le bureau de Branley, se portant sa fausse signature et le récent avenant étendant la couverture en cas de décès accidentel. Il y a plus, continua Darien. Votre femme a fait des recherches sur les méthodes de suicide en ligne, en particulier celles qui ressemblent à des accidents. Elle a également lu des articles sur les symptômes du syndrome de stress post-traumatique et les statistiques sur le suicide des anciens combattants, ce qui a construit son récit. Exactement. S'il t'arrive quelque chose, elle a des mois de preuves documentées montrant un vétéran en difficulté qui n'a pas réussi à s'adapter à la vie civile. Darien a tourné l'écran de l'ordinateur vers Russell. Mais c'est là qu'elle a fait une erreur. Toutes ces recherches sont effectuées depuis ton ordinateur personnel, avec ton adresse IP. Elle pense être maligne, mais en réalité, elle crée une piste numérique qui mène directement à elle. Russell a étudié l'historique de navigation. Recherche sur les méthodes de suicide pour le syndrome de stress post-traumatique, les demandes d'indemnisation pour décès accidentel et comment falsifier une lettre de suicide. Mêlé à ces recherches, il y avait des visites sur des sites de rencontres et des annonces immobilières à Phoenix. Elle planifie déjà sa nouvelle vie. Avec Calendar, j'ai trouvé des SMS entre eux remontant à 6 mois. Ils n'ont pas seulement une liaison, Russell. Ils planifient un avenir ensemble avec l'argent de ton assurance vie. Darien a ouvert un autre dossier. Et voilà le truc vraiment dégoûtant. Elle a documenté de faux incidents de violence conjugale. Des photos de bleus qu'elle s'est infligées, des entrées de journal décrivant tes prétendues crises de colère, et même un enregistrement d'elle en train de pleurer et prétendant que tu l'as menacée.
Les mains de Russell se crispèrent involontairement. Je ne l'ai jamais touché. Je sais. Mais s'il t'arrive quelque chose, toutes ces preuves refont surface pendant l'enquête. La veuve endeuillée, prisonnière d'un mariage violent avec un vétéran violent. Elle obtiendra de la compassion, l'argent de l'assurance et la garde de Mera. Pas la garde exclusive. J'ai trouvé des documents sur son bureau. Elle envisage de déposer une requête auprès du tribunal pour me déclarer parent inapte. Darien a sauvegardé tous les fichiers sur un disque dur crypté. On en a assez pour la détruire. Russell, fraude financière, complot en vue de commettre un meurtre, mise en danger d'enfant. Elle ira en prison pour des décennies. Bien. Russell n'éprouvait aucune satisfaction, seulement une détermination froide. Que veux-tu d'autre? Plus d'enregistrements. Je veux que tout soit documenté, en temps réel. Ses conversations avec Ken, ses rencontres avec quiconque l'aide à falsifier des documents, et surtout toute tentative de mettre son plan à exécution. Russell hocha la tête. En Afghanistan, recueillir des renseignements n'était que la première phase d'une opération. Maintenant, le plus dur était d'attendre que l'ennemi se dévoile complètement avant de frapper. Darien ajouta, « J'ai vérifié les antécédents du docteur Martinez. Il est sérieux, mais il est aussi jeune et inexpérimenté. Branley lui a raconté une histoire soigneusement construite sur votre santé mentale, et il a documenté tout ce qu'elle lui dit. Pouvons-nous obtenir ces dossiers? J'y travaille. Mais Russell, il faut que tu comprennes quelque chose. Même si nous exposons tout cela, les dommages à ta réputation pourraient être permanents. Les gens se souviendront des accusations même après qu'elles auront été prouvées fausses. » Russell repensa à Mera dormant à l'étage, lui faisant confiance pour sa sécurité. « Ma réputation n'est pas ce qui compte ici. D'accord, mais promets-moi une chose. Quand ça va mal tourner, laisse le système s'en charger. Ne te fais pas justice toi-même. » Russell croisa le regard de sa cousine. « Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma fille. Ce n'est pas une promesse. Non, ce n'en est pas une. » Branley revint de sa retraite un mardi matin, le visage rayonnant de ce qu'elle prétendait être une peine intérieure. Elle serra Mera dans ses bras et embrassa Russell. Insolente, sa performance impeccable. « Comment c'était ?» demanda Russell en la regardant déballer des vêtements qui ne semblaient pas avoir été portés. « Transformatrice. Le docteur Hamilton m'a aidé à comprendre comment le traumatisme affecte la dynamique familiale. Branley a plié une chemise avec des mouvements précis. Je pense que j'ai laissé libre cours à des schémas malsains. Quel genre de schéma? Ta colère, pour commencer. J'ai marché sur des œufs au lieu de l'aborder directement. » Russell marqua une pause. « Ma colère? Russell, tu as élevé la voix contre Mera 3 fois la semaine dernière. » Elle était terrifiée. L'accusation a fait l'effet d'une gifle. Russell n'avait jamais élevé la voix contre sa fille. Quand lui ai-je crié dessus? Lundi matin, quand elle a renversé du jus sur tes papiers de travail. Mercredi, quand elle a interrompu ton appel téléphonique. Vendredi, quand elle ne trouvait plus ses chaussures. La voix de Branley était patiente, comme si elle expliquait une évidence à un enfant. Russell fixa sa femme. Aucun de ces incidents ne s'était produit. Branley, je n'ai jamais. C'est exactement ce contre quoi le docteur Hamilton m'avait mis en garde. Les victimes de traumatisme ont souvent des trous de mémoire tout au long de leur vie. Leurs épisodes agressifs. Je n'ai pas de trou de mémoire. C'est ce qui les rend troublants, chérie. Branley lui toucha le bras avec une fausse sympathie. Tu n'as pas pleinement conscience de l'impact de ton comportement sur nous. Au cours des 3 jours suivants, les attaques psychologiques s'intensifièrent. Branley trouvait des assiettes cassées dans la cuisine et prétendait que Russell les avait jetées dans un accès de rage ivre. Elle lui montrait des SMS sur son téléphone qui provenaient soi-disant de lui. Des messages menaçants et paranoïaques qu'il n'avait jamais envoyés. « Regarde ça », dit-elle jeudi soir en brandissant son téléphone. « Tu as envoyé ça à 2 heures du matin. » Russell a lu le message. « Je sais ce que tu fais. Arrête de me mentir ou tu le regretteras. Je n'ai pas envoyé ça, Russell. C'est de ton numéro. Puis quelqu'un d'autre l'a envoyé en utilisant mon numéro. Ce n'est pas difficile à tromper. » L'expression de Branley s'inquiéta. « Chérie, c'est précisément cette paranoïa qui m'inquiète. Maintenant, tu penses que quelqu'un se fait passer pour toi. » Russell sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chaque déni le rendait plus instable. Chaque explication plus paranoïaque. Branley était passé maître dans ce jeu. Déformer la réalité jusqu'à remettre en question sa propre mémoire. Mais les caméras cachées enregistraient tout. Chaque mensonge, chaque manipulation,
chaque instant de cruauté calculé. Vendredi soir, Brinley a invité sa sœur à dîner. Ashley est arrivée avec du vin et de la compassion, prête à consoler sa sœur, mariée à un vétéran de plus en plus instable. Russell a joué son rôle, leur laissant croire que leur stratégie fonctionnait. Il est resté silencieux pendant le dîner, laissant Brinley dominer la conversation avec des histoires sur ses prétendues sautes d'humeur et ses accès de colère. « J'ai trouvé ça caché dans la maison », a dit Brinley à Ashley. Il a sorti des bouteilles de whisky que Russell n'avait jamais achetées. Il a bu dans « C'est tellement triste », répondit Ashley en lançant des regards compatissants à Russell. « Avez-vous pensé à une intervention ?» Le docteur Martinez pense qu'il a besoin d'un traitement intensif. Mais Russell refuse d'admettre qu'il y a un problème. Russell s'excusa et se rendit à son atelier où Darien surveillait les flux audio en temps réel. « Elle va bien », dit Darien d'un ton sombre. « Si je ne connaissais pas la vérité, je la croirais entièrement. De combien avons-nous besoin de plus? Pas grand-chose. Elle avance vers quelque chose. Toute cette préparation psychologique mène à une fin de partie. » Russell regardait sa femme sur l'écran vidéo jouer son rôle d'épouse souffrante avec une précision digne d'un Oscar. Elle pense avoir déjà gagné. Qu'elle pense que l'excès de confiance rend les gens négligents. Mais Russell n'était plus patient. Chaque mensonge que Brinley racontait à son sujet était un poison pour l'environnement de sa fille. Chaque jour qui continuait était un jour de plus pour Mera qui devait vivre dans une maison remplie de tromperies et de manipulations. Combien de temps avant d'avoir suffisamment de preuves pour mettre fin à tout cela? Darien vérifia les écrans de son ordinateur qui affichaient les niveaux audio, les flux vidéo et les données. Des flux provenant d'une douzaine d'appareils cachés. Bientôt, elles s'intensifient. Quand les gens s'intensifient, ils commettent des erreurs. Russell espérait que son cousin avait raison, car la colère froide dans sa poitrine grandissait de jour en jour et sa patience commençait à s'épuiser. Russell observa son reflet dans le miroir de la salle de bain et prit une décision. Si Brinley voulait le voir briser, il lui offrirait une performance inoubliable. Il arrêta de se raser. Au bout de 3 jours, son visage arborait l'air négligé d'un homme qui perd le contrôle. Il commença à laisser de la vaisselle dans l'évier et des vêtements sur le sol de la chambre, de petits signes de détérioration que Brinley remarquait et documentait. Faire semblant de boire était plus délicat. Russell versait du whisky dans l'évier tout en faisant couler l'eau pour masquer le bruit, puis laissait la bouteille bien en évidence sur le comptoir. Il s'entraînait à trébucher légèrement sous le regard de Brinley et développa une technique pour donner à ses yeux un aspect injecté de sang avec des gouttes pour les yeux. « Russell, as-tu bu » demanda Brinley mercredi soir, le trouvant assis dans le salon, un verre vide et une haleine alcoolisée. Il avait éclaboussé sa chemise de whisky pour plus d'authenticité. Juste quelques mots. Russell baissa légèrement la voix. « Mauvaise journée au travail. Que s'est-il passé au travail? Perte d'un gros contrat. Le client a dit que mes créations étaient bâclées. » Russell avait décroché un nouveau contrat cette semaine-là, mais Brinley n'a pas voulu vérifier son histoire. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. L'expression de Brinley était parfaitement inquiète en surface. Satisfaite en profondeur. « Oh, chérie, je suis sûr que ce n'est qu'une mauvaise passe. Vraiment, tout ce que je touche se transforme en chose ces derniers temps. Affaires, mariage, paternité. » Russell se prit la tête dans les mains. Peut-être que je devrais juste disparaître. Toi et moi, ce serait mieux. Ne dis pas ça. Mais la voix de Brinley n'était pas vraiment alarmante. Au contraire, elle semblait encouragée. Russell s'envoyait des SMS soigneusement rédigés à lui-même avec un deuxième téléphone, créant une trace numérique de dépression et d'idées suicidaires. Des messages qui disaient des choses comme « Je ne peux plus faire ça et tout le monde serait plus heureux sans moi ». Il s'assura que Brinley trouve ces messages en laissant son téléphone déverrouillé sur le comptoir de la cuisine. « Russell, j'ai vu tes textos », dit-elle le lendemain matin. « Je pense que tu devrais parler à quelqu'un. » « Qui ? » Le docteur Martinez a de l'expérience avec les problèmes de santé mentale des anciens combattants. Je pourrais prendre rendez-vous. Russell fit semblant d'y réfléchir. Peut-être, mais à quoi bon? Je suis brisé, Brinley. La guerre a brisé quelque chose en moi qui ne peut être réparé. Tu n'es pas brisé. Ses paroles étaient automatiques, dénuées de conviction. Brinley montait un dossier, documentant son déclin pour une utilisation ultérieure. Pendant ce temps, Darien capturait tout. Les performances sur scène, les fausses preuves, et surtout, les réactions de Brinley,
sa satisfaction lorsque Russell semblait s'effondrer, ses notes minutieuses sur son comportement, ses appels téléphoniques à Ken où elle décrivait l'avancement du plan. « Il s'effondre plus vite que prévu », dit-elle à Ken lors d'une conversation enregistrée. Le docteur Martinez documente tout. Quand ce sera fini, personne ne remettra en question ce qui s'est passé. Russell maintint sa performance pendant 2 semaines. Apparence débraillée, fausse consommation d'alcool, dépression post-traumatique, tout cela enregistré, horodaté et retransmis sur les serveurs sécurisés de Darien comme preuve de la manipulation de Brinley. Mais le plus dur était d'observer l'impact de sa prétendue dépression sur Mira. Sa fille devint plus silencieuse, plus vigilante. Elle commença à l'éviter quand Brinley était là, jouant son propre rôle dans le dysfonctionnement familial. Un soir, alors que Brinley dormait, Mira se glissa dans son atelier. « Papa, es-tu vraiment triste ?» Russell la prit sur ses genoux et lui parla doucement. « Non, ma chérie, je fais semblant d'être triste. » Alors, maman pense que son plan fonctionne. « Lequel ? Un très mauvais plan. Mais ne t'inquiète pas, ça ne marchera pas. » Mira hocha la tête solennellement. « Puis-je arrêter de faire semblant d'avoir peur de toi ?» Le cœur de Russell se brisa un peu. Même à 6 ans, Mira avait compris la performance qu'on attendait d'elle. Quand on est seul, on n'a jamais besoin de faire semblant. Bien. Je n'aime pas faire semblant d'être effrayant. Tu n'es pas effrayante du tout. Russell serrait sa fille contre lui et se promit que cette mascarade prendrait bientôt fin. Brinley pensait le regarder se désintégrer, mais en réalité, elle documentait ses propres crimes. Le piège était presque prêt. Le thé avait un goût amer. Russell était assis en face de Brinley à la table de la cuisine, tenant une tasse de tisane à la camomille qu'elle avait préparée pour l'aider à se détendre. Le goût amer était inapproprié. La camomille doit être douce et florale, pas forte avec un arrière-goût chimique. « Bois », dit Brinley en sirotant sa propre tasse. Le docteur Martinez dit que la tisane peut aider à lutter contre l'anxiété. Russell fit semblant de boire, tout en observant sa femme. Elle semblait nerveuse ce soir-là, consultant son téléphone à plusieurs reprises et jetant des coups d'œil vers la porte d'entrée, attendant quelque chose ou quelqu'un. « Je crois que je vais nous emmener au lit », dit Russell, debout avec sa tasse à moitié pleine. « Finis-la ici. C'est meilleur quand c'est chaud. » Son insistance confirma ses soupçons. Russell se rassit et porta la tasse à ses lèvres, mais n'avala pas. Au lieu de cela, il attendit que Brinley consulte à nouveau son téléphone, puis échangea rapidement leur tasse. Brinley ne le remarqua pas. Elle était trop concentrée à taper un message, probablement pour Callen. « Voilà, » dit Russell, « boire aurait été sa tasse. »« Va mieux. » Brinley leva les yeux et sourit. « Bien. Pourquoi ne montrais-tu pas te reposer? Je vais nettoyer en bas. » Russell monta les escaliers, mais s'arrêta sur le palier, tendant l'oreille. Quelques minutes plus tard, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Callen dans la cuisine. « L'a-t-il bu? » « Jusqu'à la dernière goutte. Ça devrait prendre une 20aine de minutes pour que ça fasse effet. » Et puis on a mis en scène l'accident. La baignoire, comme on en avait parlé. Un vétéran déprimé glisse et se cogne la tête. Tragique, mais pas surprenant vu son comportement récent. Le sang de Russell se glaça. Il ne prévoyait pas seulement de le droguer. Il prévoyait de le tuer ce soir. Il redescendit les escaliers en catimini et se plaça de façon à pouvoir voir dans la cuisine. Brinley était assis à table, l'air somnole. Les sédatifs qu'elle lui avait prescrits faisaient effet. « Je me sens bizarre », dit-elle en clignant lentement des yeux. Callen s'approcha d'elle. « Comment ça, bizarre? Endormi? Vraiment endormi ?» Brinley commença à peine à articuler. « As-tu mis quelque chose dans le thé? » « Tu as mis quelque chose dans le thé. » Pour Russell. La voix de Callen était aiguë, inquiète. « Combien as-tu bu? » « Juste une gorgée, peut-être 2. » La tête de Brinley pencha en avant. « Je crois qu'on a échangé nos tasses. » Russell en avait assez entendu. Tandis que Brinley sombrait dans l'inconscience et que Ken paniquait, il traversa rapidement la maison. Il commença par verrouiller la porte de la chambre de Mira de l'extérieur. Elle était en sécurité, mais confinée. Puis il retourna à son atelier et activa tous les appareils d'enregistrement installés par Darien. Tout ce qui se passera ensuite sera enregistré en haute définition. Brinley dormit 10 heures. Pendant ce temps, Russell clona son téléphone, téléchargeant chaque message, photo et contact. Il a photographié le contenu de son sac à main, y compris un plan manuscrit détaillé pour son meurtre. Il a accédé à son ordinateur portable et copié des fichiers contenant des recherches sur le droit des successions,
les demandes d'indemnisation d'assurance vie et les procédures de garde d'enfants. Plus accablant encore, il a trouvé son journal intime. Les entrées remontaient à des mois, relatant sa relation avec Ken et sa haine grandissante pour Russell. Page après page, des pensées toxiques sur son mari et ses projets d'avenir. Quand il sera parti, j'aurai l'argent, la maison et Mera. Elle apprendra à aimer Ken. Russell est faible, trop meurtri par la guerre pour être un vrai père. Mera a besoin d'un modèle masculin fort. Le docteur Martinez croit à tout ce que je lui dis. Quand tout cela sera terminé, tout le monde verra Russell comme le vétéran instable incapable de gérer la vie civile. Russell a photographié chaque page, chaque fantasme malsain, chaque calcul froid. Puis il a tout remis exactement là où il l'avait trouvé. Lorsque Brinley s'est réveillé le lendemain matin, groggy et confus, Russell était assis dans la cuisine à lire un journal comme si de rien n'était. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé. « C'est horrible, mais j'ai été renversé par un camion. » Brinley se frotta les tempes. « Que s'est-il passé hier soir ?»« Tu t'es endormi à la table de la cuisine. Je t'ai porté jusqu'au lit. Je ne m'en souviens pas. Tu étais complètement inconsciente. Tu es peut-être en train de contracter quelque chose. » Brinley parcourut la cuisine du regard, à la recherche de signes de ce qui s'était réellement passé. Mais Russell avait tout nettoyé, effacé toute trace de la présence de Ken. Quelqu'un était-il passé hier soir? Pas que je sache. Pourquoi? J'ai cru entendre des voix. Probablement les voisins. Les Johnson organisaient une fête. Les Johnson habitaient 3 maisons plus loin et n'avaient pas fait de fête depuis des mois. Mais la confusion de Brinley la rendait vulnérable aux suggestions. Russell observait sa femme s'efforcer de reconstituer les faits la veille et n'éprouvait qu'une satisfaction froide. Elle avait commis une erreur cruciale et maintenant il avait tout ce qu'il fallait pour la détruire. La guerre était presque finie. Russell était assis en face de Lenora Gall dans son cabinet d'avocate du centre-ville de Flagstaff. Une pile de documents et de clés USB jonchait son bureau en acajou. À 41 ans, Lenora avait le regard perçant et le sourire prédateur de quelqu'un qui s'était bâti une réputation en annihilant ses adversaires au tribunal des affaires familiales. « C'est un travail impressionnant », dit-elle en parcourant les preuves vidéo sur son ordinateur portable. « Complet, méthodique, légalement recevable. Votre femme a choisi le mauvais vétéran à qui s'en prendre. Quelle est notre position? Inattaquable. Vous avez documenté un complot en vue de commettre un meurtre, une tentative d'empoisonnement, un vol d'identité, une fraude à l'assurance et une mise en danger d'enfant. L'accusation va tout faire pour conclure des accords avec son complice juste pour éviter le procès. Lenora, ouvrez un autre dossier. Mais je suis plus intéressé par la question de la garde. Ces enregistrements où elle parle de votre fille comme d'une propriété, prévoyant de vous remplacer par son petit ami. Aucun juge aux affaires familiales ne la laissera à moins de 160 km de cet enfant. Dans combien de temps pouvons-nous agir? J'ai déjà préparé les dossiers de garde d'urgence. Nous pouvons les déposer dans l'heure. Le sourire de Lenora était cinglant. Mais Russell, je dois te demander, es-tu prêt pour la suite? Ce sera la terre brûlée. Ta femme sera détruite publiquement, criminellement et financièrement. Russell repensa aux avertissements chuchotés de Mira concernant la police d'assurance avec sa fausse signature, à propos de 10 heures de conversation enregistrées où sa femme et son amant planifiaient son meurtre. Elle a fait son choix en mettant ma fille en danger. D'accord, mais comprends que ce sera un cirque médiatique. Un vétéran révèle le complot d'assassinat de sa femme, c'est le genre d'histoire qui fait vibrer les chaînes d'information. Le linge sale de ta famille sera un divertissement public. Tant que Mera est en sécurité, je me fiche du reste. Lenora a rassemblé les documents. Alors, ruinons des vies. Je déposerai la demande de garde cet après-midi et ferai en sorte que les poursuites pénales soient abandonnées demain matin. As-tu un endroit sûr où emmener ta fille quand ça arrivera? Mon cousin a un appartement à Phoenix. On peut y rester pendant l'arrestation et le procès. Tant mieux, parce qu'une fois la mèche allumée, il n'y aura plus de retour en arrière. Russell se leva et serra la main de Lenora. Il n'y avait aucun retour en arrière possible. Elle s'en était assurée. 2 heures plus tard, Russell était de retour chez lui, aidant Mera à faire sa valise pour ce qu'il lui avait annoncé être un voyage surprise chez son oncle Daria. Elle bavardait avec enthousiasme à propos de la visite de la ville et du zoo, ignorant que son monde allait changer à jamais. Brinley était à son cours de yoga, ou du moins c'est laquelle avait dit qu'elle allait. Plus probablement, elle était avec Ken, planifiant leur prochaine action contre un mari qu'il pensait en proie à une spirale autodestructrice.
Le téléphone de Russell vibra avec un SMS de Lenora. Dépôt de plainte terminé. Des accusations criminelles seront déposées demain à 6 heures du matin. Des mandats d'arrêt ont été émis contre les deux cibles. Il répondit, compris. Puis il éteignit son téléphone et se concentra sur sa fille. Demain apporterait le chaos, l'attention médiatique et la destruction totale de la vie qu'ils avaient construite ici. Mais ce soir-là, il n'y avait qu'un père et sa fille qui préparaient leurs bagages pour un voyage, et Mera était excitée par le service en chambre et les piscines d'hôtel. Russell pouvait lui offrir une dernière nuit d'innocence avant que tout ne bascule. Russell embrassa Mera pour lui dire au revoir à l'appartement de Darien à Phoenix, puis retourna vers Flagstaff dans l'obscurité du désert. D'après son téléphone, il était 21h47. D'après le dispositif de localisation que Lenora l'avait aidé à installer dans la voiture de Brinley, elle était déjà chez elle avec Callen. Il se gara à 3 kilomètres de sa maison et traversa la forêt à pied, s'approchant par l'arrière, là où les arbres offraient un abri. L'équipement tactique qu'il avait porté en Afghanistan lui semblait familier. Lunettes de vision nocturne, équipement de communication et le poids confortable d'une arme de poing qu'il espérait ne pas utiliser. Mais ce n'était pas l'Afghanistan. C'était pire. En guerre, on savait qui était l'ennemi. Russell s'installa à 50 mètres de sa maison, derrière un pin ponderosa tombé qui offrait une dissimulation parfaite et une vue dégagée sur toutes les fenêtres. Les caméras de Darien lui fournissaient une couverture intérieure, mais Russell voulait avoir confirmation de tout ce qui se passait ce soir-là. Grâce à sa vision nocturne, la maison paraissait paisible. Lumière chaude aux fenêtres de la cuisine, scintillement de la télévision dans le salon, une image de tranquillité familiale dissimulant meurtre et trahison. Russell activa son équipement de communication et parla doucement dans son casque. « Base Phoenix, ici Overwatch. » En position, la voix de Darien grésilla. « Bien reçu, Overwatch. La police de Flagstaff est en alerte dans 3 minutes. L'équipe juridique surveille tous les flux. Vous êtes autorisé à observer et à signaler. » Compris. Par la fenêtre de la cuisine, Russell pouvait voir Brinley et Ken assis à la table où il avait pris le petit déjeuner avec sa fille ce matin-là. Ils buvaient du vin, leur langage corporel détendu et joyeux. Russell passa sur le flux audio de son téléphone et écouta leur conversation. « Je vous avais bien dit qu'ils finiraient par craquer. » Brinley disait, « Les militaires sont tous pareils. Mettez-leur suffisamment de pression psychologique et ils craquent comme des œufs. » Et l'enfant? La voix de Callen. « Et elle? Elle s'adaptera. Les enfants sont plus résistants qu'on ne le pense. Mais ne se souviendra-t-elle pas de son père? » Brinley rit. Le bruit ressemblait à du verre brisé. Elle se souviendra de ce que je lui dis de se rappeler. Que son père était malade. Qu'il ne supportait pas d'être mari et père. Qu'il avait choisi la voie de la lâcheté. Les mains de Russell se crispèrent involontairement. À travers son télescope, il vit Brinley lever son verre de vin pour un toast. « À un nouveau départ, dit-elle, à se débarrasser des problèmes, répondit Ken. Ils trinquèrent, célébrant un meurtre qu'ils pensaient avoir déjà commis. Alors, quelle est la chronologie? Demanda Ken. Il devrait être de retour de sa randonnée vers minuit. Déprimé, ivre, prêt à tout arrêter. Brinley sortit son téléphone et montra à Ken quelque chose sur l'écran. J'ai la lettre de suicide prête, téléchargée. Sa police d'écriture et tout. Dans la scène, une chute dans la baignoire lui fait heurter la tête contre le robinet. L'autopsie révélera la présence d'alcool et de somnifères dans son organisme. Un suicide classique de vétéran déguisé en accident. Russell sentit une sensation de brûlure lui monter à la gorge. Il avait planifié chaque détail, jusqu'à la fausse lettre de suicide écrite de sa propre main. Et si quelqu'un la remettait en question? Qui la remettrait en question? J'ai des mois de preuves documentées montrant son déclin mental. Les dossiers du docteur Martinez, les rapports de police sur son comportement erratique, et même les témoignages de voisins sur sa consommation d'alcool. Brinley prit une autre gorgée de vin. De plus, tout le monde sait que les vétérans de combat ont les taux de suicide les plus élevés. C'est presque prévisible. Dans son oreillette, Russell entendit la voix de Darien. Bon sang, il prévoit vraiment de le faire ce soir. Russell activa son micro. Base Phoenix. Vous entendez tout ça? Chaque mot. Un son numérique d'une clarté cristalline qui tiendra la route devant n'importe quel tribunal. Darien marqua une pause. La police se met en position. Plus que 2 minutes. Russell regarda Kenan se lever et se diriger vers la fenêtre, regardant dehors. L'obscurité où Russell était censé se promener seul avec ses démons. Je pense toujours qu'on aurait dû faire ça ailleurs,
dit Ken. La maison paraît trop évidente. La maison est parfaite. C'est ici que sa vie s'est effondrée. Là où son mariage a échoué. Là où il a réalisé qu'il n'était pas assez fort pour être un vrai père. Ronley le rejoignit à la fenêtre. C'est une justice poétique. Tu le détestes vraiment, n'est-ce pas? Je déteste ce qu'il représente. La faiblesse, les dégâts, le rappel constant que je me suis contenté de moins que ce que je méritais. Le reflet de Brinley était visible dans la vitre. Son visage se tordait de mépris. Russell se prend pour une sorte de héros parce qu'il sert son pays. Mais les héros ne rentrent pas brisés. Les héros n'ont pas besoin que leurs femmes prennent soin d'eux comme des enfants. Russell en avait assez entendu. Il raccrocha son micro. Les cibles de la base de Phoenix sont confirmées hostiles et discutent d'un crime imminent. Demande d'intervention immédiate. Compris. Surveillance. La police de Flagstaff est en 30 secondes. Russell observa à travers sa lunette les voitures de police s'approcher de 3 directions. Phares éteints, agissant avec une précision tactique, il informa personnellement l'inspecteur principal, partageant tout ce que l'Enora avait compilé. Les agents savaient exactement dans quoi ils mettaient les pieds. La voix de Callen Brinley avait changé, devenue aiguë d'inquiétude. « Vous entendez ça ?» À travers la transmission audio, Russell entendit le faible bruit de portières de voitures se fermant, des bottes sur le gravier. « Flic, dit Ken. Quelqu'un a appelé les flics. C'est impossible. Russell est mort dans un ravin quelque part et personne d'autre n'est au courant. » La porte d'entrée explosa vers l'intérieur, suivie du bruit distinctif des policiers s'annonçant. Mandat de perquisition de la police de Flagstaff. Couchez-vous. Russell se déplaça pour mieux voir la façade de la maison. Grâce à sa vision nocturne, il vit les agents entrer en trombe, armes au poing, criant des ordres. La transmission audio se transforma en chaos. Brinley hurlait, Ken jurait, les meubles s'écroulaient alors qu'il tentait de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Russell s'en était assuré lorsqu'il avait participé à la planification de l'opération. Toutes les sorties étaient couvertes, toutes les voies de fuite bloquées. Calendor, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre. Brinley Ken, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot et fraude à l'assurance. Russell observait sa femme menottée à travers sa lunette et lui lisait ses droits. Même en garde à vue, elle continuait de pleurer, les larmes aux yeux, clamant son innocence. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Où est mon mari ?» Mais ces larmes ont été gaspillées pour les policiers qui l'ont arrêté. Ils avaient tous écouté les enregistrements de sa préparation du meurtre de Russell. Ils savaient exactement à qui ils avaient affaire. Russell appuya une dernière fois sur son micro. « Base de Phoenix, ici Overwatch. Les cibles sont en garde à vue. Le colis est sécurisé. Bien reçu. Overwatch. Bienvenue à la maison. » Russell remballa son matériel et retourna à son camion. À son arrivée à Phoenix, Brinley et Ken seraient en cellule et sa fille serait en sécurité sous sa garde exclusive. La guerre était finie. Il avait gagné. La prison du comté de Cucanino sentait le désinfectant et le désespoir. Russell était assis dans la petite salle d'interrogatoire, attendant que l'inspecteur Martinez fît sortir Brinley de sa cellule. À travers le miroir sans teint, il pouvait voir la zone d'enregistrement où sa femme avait été enregistrée 6 heures plus tôt et où elle avait demandé à le voir. Même en garde à vue, même accusé de meurtre, Brinley croyait pouvoir se tirer d'affaire par la manipulation. La porte s'ouvrit et l'inspecteur Martinez escorta Brinley dans la pièce. Elle portait une combinaison orange qui délavait son teint et la faisait paraître plus âgée, plus fragile. Son maquillage avait disparu, ses cheveux sales. Pour la première fois depuis des années, Russell voyait sa femme sans son masque soigneusement confectionné. 15 minutes plus tard, l'inspecteur Martinez dit « J'arrive ». La porte se referma, laissant Russell seul avec la femme qui avait planifié son meurtre. Brinley s'assit en face de lui et se mit aussitôt à pleurer. « Russell, Dieu merci, tu es en vie. J'étais si inquiet quand la police a annoncé ta disparition. » Russell ne dit rien. Il avait appris le pouvoir du silence en interrogeant des insurgés en Afghanistan. Les gens ne supportaient pas le silence et le remplissaient de mensonges de plus en plus désespérés. « Je ne comprends pas ce qui se passe, » continua Brinley. « Ils disent que j'essaie de te faire du mal, mais c'est impossible. Je t'aime. Nous avons des problèmes, mais quel mariage n'en a pas? Encore du silence. Ils ont des enregistrements, mais ils doivent être faux. Quelqu'un essaie de me piéger. » Les larmes de Brinley semblaient réelles, mais Russell l'avait vu répéter cette performance devant le miroir.
Tu sais que je ne te ferai jamais de mal. Tu me connais mieux que quiconque. Russell parla enfin. Je sais exactement qui tu es. La certitude dans sa voix fit s'arrêter Brinley. Ses larmes cessèrent aussi brusquement qu'elles avaient commencé. Qu'est-ce que ça veut dire? Russell posa une clé USB sur la table entre eux. Ça veut dire que j'enregistre tout depuis 3 semaines. Tes conversations avec Ken, tes plans pour mettre en scène mon suicide, tes recherches sur la fraude à l'assurance et la loi sur la garde des enfants. Le visage de Brinley se figea. Tes fichiers audio, vidéo, comptes bancaires, SMS, emails mensongers. La voix de Russell était calme, presque conversationnelle. 10 heures durant, tu discutais de la meilleure façon de me tuer et de voler ma fille. Ce n'est pas moi. Jamais quand il sera parti, j'aurai l'argent, la maison et le miroir. Elle apprendra à aimer Callen. Russell cita son journal. Tes mots, de ta main. Le sang-froid de Brinley se brisa complètement. Le masque glissa, révélant quelque chose de froid et de calculateur en dessous. Tu m'as piégé. Tu t'es piégé. Je viens de documenter. Personne ne croira ces enregistrements. Tu aurais pu les éditer, les manipuler. Russell sourit sans chaleur. L'analyse numérique prouvera leur authenticité. Mais même si ce n'était pas le cas, tu as commis une erreur cruciale. Laquelle? Tu essaies de me droguer devant une caméra cachée. Une vidéo haute définition de toi mettant des somnifères dans mon thé, suivie d'un enregistrement audio de toi discutant de la mise en scène de ma mort accidentelle. Russell se pencha en avant. C'est une tentative de meurtre. Brinley. Au premier degré. Son visage se vida. Ce n'était pas. On n'y allait pas vraiment. C'était juste des paroles. La police d'assurance, c'était juste des paroles. Les faux documents, les cartes de crédit que tu ouvres à mon nom. La bouche de Brinley s'agita silencieusement, cherchant une explication qui n'existait pas. Tu pensais que j'étais brisé, continua Russell, trop meurtri par la guerre pour riposter. Mais tu as commis une erreur de jugement fondamentale. Laquelle? Tu as supposé qu'être blessé signifiait être faible, qu'avoir un traumatisme signifiait être impuissant. La voix de Russell portait la même précision froide qu'avec les prisonniers ennemis. Tu es sur le point d'apprendre la différence entre être blessé et être détruit. Russell, s'il te plaît, pense à Mera. Elle a besoin de sa mère. Mera a besoin d'être en sécurité, et elle ne le sera jamais avec toi. La dernière tentative de manipulation de Brinley se transforma en un désespoir total. Que veux-tu? De l'argent? Je disparaîtrai. Ne plus jamais te contacter. Tu peux tout avoir. J'ai déjà tout. La garde exclusive, la maison, l'entreprise, et surtout, la vérité sur qui tu es vraiment. Russell se leva pour partir. Ton avocat t'expliquera les chefs d'accusation. Complot en vue de commettre un meurtre, tentative d'empoisonnement, fraude à l'assurance, vol d'identité, mise en danger d'enfant. Tu risques de 25 ans à perpétuité. Toi, tu ne peux pas me faire ça. Russell s'arrêta à la porte. Je ne te fais rien, Brinley. C'est toi qui t'es fait ça. Il frappa à la porte et l'inspecteur Martinez ouvrit de l'extérieur. On en a fini ici, dit Russell. En s'éloignant, il entendit Brinley hurler derrière lui, sa voix résonnant sur les murs de béton. Mais le son s'affaiblissait à chaque pas, jusqu'à n'être plus qu'un bruit de pluie dans un lieu rempli de gens qui avaient fait de mauvais choix. Russell sortit de prison et retrouva le soleil de l'Arizona, libre pour la première fois depuis des mois. Et 6 mois plus tard, Russell était assis au fond du palais de justice du comté de Cucamonga, regardant le procès de sa femme arriver à son inéluctable conclusion. Le cirque médiatique que Lenora avait prédit battait son plein. Les journalistes remplissaient la galerie. Des dessinateurs capturaient chaque instant, et les caméras de Court TV diffusaient les débats à un public national avide de scandales. Les preuves étaient accablantes. Les images de surveillance de Darien passaient en boucle, montrant Brinley et Ken planifiant le meurtre de Russell dans les moindres détails. Les enregistrements audio étaient encore plus. Des propos accablants, capturant des conversations où elle évoquait l'héritage de son assurance-vie et l'obtention de la garde de Mera, la médecin. Martinez avait témoigné à charge, admettant avoir été manipulé par de fausses informations sur l'état mental de Russell. Le thérapeute, l'air bouleversé, décrivait comment Brinley avait systématiquement construit un récit fictif sur l'instabilité de son mari. Elle était très convaincante, a déclaré le docteur Martinez à la barre des témoins. Les documents qu'elle a fournis, les blessures qu'elle prétendait avoir subies, les récits détaillés de ses prétendus épisodes de violence,
tout semblait correspondre à un syndrome de stress post-traumatique de combat. L'accusation avait diffusé des enregistrements de Brinley décrivant ses fausses ecchymoses et des preuves mises en scène. Le dégoût s'est exprimé sur les visages des jurés en écoutant son calcul froid de chaque mensonge. Ken s'était immédiatement retourné contre son complice. Confronté à des accusations de meurtre et à un enregistrement de lui-même discutant de l'élimination de Russell, il avait accepté un accord de plaidoyer en échange d'une coopération totale. 10 ans de prison au lieu de la perpétuité. Il était maintenant assis à la barre des témoins, décrivant comment Brinley l'avait recruté pour le complot d'assassinat. Elle a dit que son mari était faible, brisé par la guerre, a témoigné Ken. Elle a donné l'impression que nous allions mettre fin à ses souffrances. Vous y avez cru? Le procureur a d'abord posé la question, mais à mesure que nous planifions, j'ai compris qu'elle voulait juste sa mort pour l'argent. Ses souffrances ne lui importaient pas. Elle voulait juste qu'il disparaisse. L'avocat de Brinley avait tout essayé pour justifier la folie passagère, affirmant que les enregistrements étaient fabriqués, arguant qu'il ne s'agissait que de fantasmes amoureux. Mais les preuves étaient trop complètes, trop détaillées, trop accablantes. La plaidoirie finale du procureur a été accablante. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez entendu les propres mots de l'accusé. Vous avez vu ses actes filmés. Ce n'était pas un crime passionnel, ni un moment d'erreur de jugement. C'était un plan calculé et méthodique pour assassiner son mari et lui voler son enfant. Brinley Kane n'avait pas seulement prévu de tuer Russell Kane. Elle avait prévu de détruire sa réputation, de voler son identité et de l'effacer si complètement que sa fille ne saurait jamais ce qu'il en était. Vérité sur son père. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Russell n'a pas assisté à l'audience de condamnation. Il avait assez entendu la voix de Brinley pour durer toute une vie. Mais l'Honorat l'a appelé avec les résultats. 17 ans sans possibilité de libération conditionnelle, a-t-elle déclaré. Le juge a été particulièrement sévère de la mise en danger des enfants. Elle a dit que toute mère qui utiliserait sa fille comme un pion dans un complot de meurtre ne méritait pas de respirer l'air libre. Russell n'a ressenti aucune satisfaction, seulement le soulagement silencieux d'une guerre se terminant enfin. Et les appels? Elle essaiera, mais les preuves sont étanches. Le travail de surveillance de Darien était impeccable et ses propres enregistrements sont plus que le différent. L'Honorat s'arrêta. Comment Mera gère-t-elle tout ça? Mieux que prévu. Elle est en thérapie, ce qui aide. Et elle est soulagée de ne plus avoir à faire semblant. Faites semblant qu'elle avait peur de moi. Brinley l'avait entraînée pour agir effrayée chaque fois que j'étais là pour soutenir le récit sur mon instabilité. Jésus, cette femme vraiment était un monstre. Russell a regardé par la fenêtre de sa nouvelle maison à Prescott, où Mera construisait un fort dans l'arrière-cour. Ils avaient déménagé ici après le procès, loin de l'attention des médias et des souvenirs de leur vieille vie. Elle était malade, a enfin déclaré Russell. Mais cela n'excuse pas ce qu'elle a fait. Non, ce n'est pas le cas. Ils mettent essentiellement la guerre psychologique. Vous devez vous battre avec la vérité. Russell a cliqué sur la diapositive suivante de sa présentation, montrant une chronologie de la manipulation croissante de Brinley. Remarquez le modèle. De petits mensonges qui semblent insignifiants, suivis par des accusations plus importantes, suivis de tentatives systématiques pour m'isoler à partir des systèmes de soutien. Il s'agit d'un abus psychologique des manuels, et il suit des modèles prévisibles. Un homme dans le dos, Rowe, a parlé. Qu'en est-il du côté technologique? Comment nous protégeons-nous de la manipulation numérique? Russell hocha la tête à Darien, qui s'était porté volontaire pour aider avec le programme. Son cousin se leva et s'adressa au groupe. Les preuves numériques sont tout maintenant. Messages texte, email, histoire de navigateur, dossiers financiers, ils racontent tous des histoires. Mais les gens de manipulation essaieront d'utiliser la technologie contre vous, créant de fausses preuves tout en détruisant de réelles preuves. Darien a tiré des exemples sur son ordinateur portable, des messages textes usurpés, des photos éditées, de faux publications de médias sociaux. Il est plus facile que jamais de fabriquer des preuves numériques, mais il est également plus facile que jamais de détecter le fakery si vous savez quoi rechercher. Après la présentation, Russell est resté pour parler avec des participants individuels. Beaucoup étaient eux-mêmes des survivants, partageant des histoires qui ont fait écho à sa propre expérience avec la similitude effrayante. Un jeune vétéran s'approcha de lui alors que la foule se dispersait. « Monsieur, je pense que ma femme pourrait planifier quelque chose. Elle a posé des questions sur mon assurance vie,
affirmant que j'ai dit des choses que je n'ai jamais dites, en disant aux gens que je suis instable. Russell lui a remis une carte de visite. Appelez ce numéro demain. Nous vous aiderons à tout documenter et à vous connecter avec des ressources. N'attendez pas que cela dégénère. Le vétéran acquiesça avec gratitude et partit. Russell a emballé son matériel de présentation, pensant au nombre de personnes vivaient le cauchemar qu'il avait survécu. Ashline avait aidé plus de 300 personnes au cours de ses 2 premières années de fonctionnement. Victimes de l'éclairage du gaz, de la fraude financière et de la manipulation psychologique. Des gens qui ont dit qu'ils étaient fous jusqu'à ce qu'ils commencent à le croire eux-mêmes que le téléphone de Russell bourdonnait d'un texte de Mera. « Papa, quand tu rentres à la maison. J'ai fait des cookies. » Il sourit et tape. « Sur mon chemin, ma chérie. » Le lecteur de Phoenix à Prescott a emmené Russell à travers le paysage du désert qui a progressivement cédé la place à la forêt de pins. Il a acheté 10 acres à l'extérieur de la ville, assez d'espace pour que Mera explore en toute sécurité et pour qu'il construise l'atelier qu'il avait toujours voulu. Leur maison était modeste mais confortable avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer une lumière naturelle et un pont qui négligeait les montagnes. Rien de tel que la perfection stérile de leur ancienne maison à Flagstaff. Mera l'a rencontré à la porte d'entrée. Farine dans ses cheveux et pépites de chocolat sur son visage. J'ai fait des griffonnages et des pépites de chocolat et quelque chose qui était censé être des raisins secs à l'avoine, mais j'ai oublié le gruau. Russell la serra dans ses bras et la souleva du sol. Semble parfait. En avez-vous sauvé pour moi? La plupart d'entre eux. Je n'ai mangé que 3. D'accord, 5. Peut-être 7. Ils se sont assis sur le pont en mangeant des biscuits et en regardant le coucher de soleil peindre les montagnes oranges et roses. Mera a bavardé sur sa journée à l'école, ses amis, ses plans pour le week-end. Elle avait 8 ans maintenant, plus grande et plus confiante que l'enfant effrayé qui avait chuchoté des avertissements sur les pas dans la nuit. La thérapie l'avait aidé à traiter le traumatisme de la trahison de sa mère. Mais surtout, elle semblait soulagée de vivre dans une maison où la vérité était le défaut. « Papa, dit-elle, terminant son 3e cookie. Madame Henderson à l'école dit que vous êtes célèbre parce que vous avez attrapé un méchant. Je ne suis pas célèbre. J'ai juste fait ce que je devais faire pour nous garder en sécurité. » Elle dit, « Tu es un héros. » Russell le considérait. Les héros ne laissent pas les mauvaises choses se produire en premier lieu. Je nettoie juste un gâchis après qu'il ait été fait. Mera s'est appuyée contre son épaule. Je pense que tu es un héros de toute façon. Plus tard cette nuit, il s'était échappé. Le travail était dur, épuisant émotionnellement, mais nécessaire. Il éteint son ordinateur et se dirigea vers la maison. Dans sa chambre, Mera dormait paisiblement, son éléphant en peluche replié sous un bras et son dernier dessin soutenu contre la table de nuit. Le dessin montrait un grand arbre avec une balançoire de pneus, une petite fille aux cheveux noirs et un homme qui se prépare à proximité. En bas, dans son écriture prudente de 2e année, elle avait écrit un mot, « sûr ». Russell s'est réveillé au bruit de la pluie sur le toit et Mera chantant dans la cuisine. 3 ans s'étaient écoulés depuis la condamnation de Brinley, et leur vie à Prescott s'était installée dans des routines confortables qui semblaient être tangibles. Il a trouvé que sa fille faisait des crêpes, sa langue qui dépasse la concentration alors qu'elle les retournait avec plus d'enthousiasme que de compétence. « Matin, chef. Combien de victimes jusqu'à présent? » Seulement 2. Et ce ne sont pas des victimes. Ce sont des crêpes pratiques. Mera a fait signe à 2 cercles carbonisés sur une assiette. Les autres sont parfaits. Russell a examiné son travail. Les crêpes étaient inégales et légèrement brûlées, mais faites avec amour et indépendance qu'il ne tenait jamais pour acquises. Perfect, acquiesça-t-il, acceptant une assiette empilée ou avec ses créations. Ils ont pris le petit déjeuner tandis que la pluie se baissait contre les fenêtres. Mera a décrit ses plans pour les projets artistiques de la journée, la lecture, peut-être la construction d'un fort couverture si le temps restait mauvais. Activité normale d'enfance dans une maison normale où le plus grand danger était à court de sirop d'érable. Après le petit déjeuner, Russell est allé à son atelier pour travailler sur une nouvelle conception de gilet tactique tandis que Mera s'installe dans le salon avec ses fournitures d'art. Le programme Ashline était devenu une organisation à temps plein avec des bureaux à Phoenix et à Tucson. Mais Russell a toujours maintenu ses activités d'équipement pour l'application des lois et les entrepreneurs militaires. Les 2 carrières ressemblaient à des extensions de la même mission, protégeant les personnes qui se tenaient entre les civils et le danger. Vers midi, Mera est apparue dans sa porte d'atelier tenant une planche en toile et des doigts tachés de peinture.
J'ai terminé ma peinture. Vous voulez voir? Elle a tourné la toile, révélant une scène qui a fait attraper le souffle de Russell dans sa gorge. Un grand arbre a dominé le centre, ses branches fortes et protectrices. Une petite fille s'assit sur une balançoire de pneus, suspendue à une branche, son visage brillant de joie. Et debout à proximité, surveillant les deux, était une silhouette grande qui ressemblait incontestablement à Russell. Mais c'est le contexte qui a capturé la vérité émotionnelle de la peinture. Ou un autre enfant aurait pu peindre des maisons ou des fleurs. Mera avait peint des murs forts et solides qui ont maintenu le monde dangereux pour être blanc et le fond de la toile. Dans sa manuscrite soignée de 8 ans, elle avait écrit un seul mot, en sécurité. Russell s'est agenouillé à son niveau. C'est beau, chérie. Est-ce ce que vous ressentez? Sûr. Tous les jours, Mera montrait la silhouette peinte de la garde. Parce que vous veillez toujours à nous, Russell a promis. Quoi qu'il en soit, Mera l'a serré dans ses bras avec des doigts collants de la peinture, et Russell a senti le dernier de ses blessures de guerre guérir enfin. Pas les cicatrices physiques de l'Afghanistan. Ceci resterait toujours. Mais les blessures plus profondes infligées par la trahison et la confiance brisée s'étaient complètement fermées. Ils ont suspendu la peinture dans le salon où il a rejoint une galerie d'œuvres d'art de Mera qui ont raconté leur vie ensemble. Photos de leur maison, leurs aventures de randonnée, leurs moments de contentement tranquille, dans au shadow, dans l'un des dessins. Pas de personnalité cachée ou de menace de chuchotement. Juste un père et une fille qui construisent une vie fondée sur la vérité et protégée par la vigilance. Ce soir-là, Russell s'est assis sur leur pont en lisant pendant que Mera pratiquait du violon à l'intérieur. La pluie s'était arrêtée, laissant l'air propre et frais. Les étoiles commençaient à apparaître entre les nuages de rupture. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Lenora. Le dernier appel de Brinley a été refusé. Décision finale. Elle servira tous les jours de sa peine. Russell a tapé. Bien. Il a supprimé le fil du message et a rangé son téléphone. Brinley appartenait au passé, une histoire édifiante qu'il a partagée avec le public d'Ashline, mais plus une présence dans ses pensées quotidiennes. L'avenir était ce qui comptait maintenant. L'éducation de Mera, l'expansion du programme Ashline, le plaisir simple de voir sa fille se développer dans la jeune femme confiante qu'elle devenait. Russell a écouté sa pratique du violon par la fenêtre ouverte. Une mélodie simple qu'elle avait apprise cette semaine-là, a joué avec plus de détermination que de compétence. Comme ses crêpes, comme ses peintures, comme tout ce qu'elle a fait, c'était imparfait mais authentique. Authentique d'une manière que Brinley n'avait jamais été. Lorsque Mera a fini de pratiquer, elle a rejoint sur le pont avec 2 tasses de chocolat chaud. « Papa, dit-elle, s'installant sur la chaise à côté de lui. Vous manquez jamais la vieille maison. » Russell a examiné la question. J'ai raté certaines choses à ce sujet. L'atelier était plus grand. La vue des montagnes était différente, mais ne le manquait pas vraiment. Non, pas vraiment. Russell a regardé sa fille. Si sérieux et réfléchi. C'est à la maison maintenant. C'est là que nous appartenons. Mera hocha la tête et sirota son chocolat chaud. Je l'aime mieux ici. C'est plus réel. Plus réel. À 8 ans, Mera avait capturé quelque chose que Russell apprenait toujours à articuler. Leur ancienne vie avait été construite sur des fondations de mensonges et de manipulation. Cette nouvelle vie a été construite à partir de la vérité. Brique par brique. Ils étaient assis dans un silence confortable, regardant les étoiles émerger dans le ciel de clairière. Quelque part au loin, un hibou appelait à travers la forêt. Des sons nocturnes qui parlaient de la nature et de la paix dans une égale mesure. Il est temps pour le lit, ma chérie. 5 minutes de plus. 5 minutes de plus. Russell a tiré une couverture autour des épaules de sa fille et a continué à regarder les étoiles. 5 minutes sont devenues 10, puis 20, mais cela ne le dérangeait pas. Ces moments de paix ont été durement gagnés et méritent d'être protégés. Finalement, Mera s'est endormie sur sa chaise. Russell la porta à l'intérieur et la glissa dans un lit. Le même rituel qu'il avait joué 1000 fois auparavant. Mais maintenant, il ne portait aucune nuance de peur, aucun avertissement chuchoté sur les pas dans la nuit. Juste un père mettant sa fille au lit dans une maison où la sécurité était réelle et l'amour était honnête. Russell a éteint les lumières et a parcouru leur maison, vérifiant les verrous et réglant le système de sécurité. Les vieilles habitudes de ses jours militaires, mais aussi des précautions pratiques pour un homme, et a appris que le mâle pourrait porter un visage familier. Et dans sa chambre, il regarda la forêt entourant leur propriété. Des kilomètres de pins et de trembles, des montagnes et du ciel,
suffisamment d'espace pour respirer et grandir sans interférence du passé. Demain apporterait de nouveaux défis. Ashline K à examiner, conception d'équipement à terminer, le travail constant de la construction d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Mais ce soir, sa fille était en sécurité dans son lit, sa maison était en sécurité et l'avenir s'est étendu avec possibilité. Russell s'est endormi au bruit du vent dans les arbres et la pluie recommandant sur le toit. Les sons naturels dans un monde naturel, loin de la perfection artificielle de la manipulation et des mensonges. Le matin, ils se réveillaient au chant de Mira et à un autre jour de la vie qu'ils avaient construit ensemble. Une vie fondée sur la vérité, protégée par la vigilance, et rendue belle par le simple fait qu'ils avaient survécu. La guerre était terminée. Ils avaient gagné. Dans une maison entourée de forêts avec la peinture de ses filles déclarant leur sécurité dans des lettres prudentes, Russell Kane a finalement trouvé la paix.